بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 1, le module système automatisé. On va commencer par des généralités. Donc aujourd'hui, on va faire généralité sur les systèmes automatisés. Donc généralité sur les systèmes automatisés. Comme toujours, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce que le mot système? Donc, nous avons que le mot système, en grec, est appelé systéma, qui signifie ensemble organisé. Donc, en général, un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction, organisés en fonction d'un but. Deuxièmement, on va voir les familles des systèmes techniques. Nous avons que les objets techniques se situent dans des systèmes qu'on en classe en 3 familles, donc suivant les énergies utilisées. On va commencer par des systèmes élémentaires. C'est quoi un système élémentaire? Bien sûr, ce sont des systèmes où l'homme fournit toute l'énergie de commande, bien sûr, avec son cerveau et de puissance avec ses muscles. Exemple, tournevis, ballon, etc. Deuxièmement, on va voir qu'est-ce que les systèmes mécanisés. Donc, ce sont des systèmes où l'on fournit seulement l'énergie de commande. La puissance venant d'actionneurs est fournie par de l'énergie extérieure au système. Si on va prendre comme exemple, nous avons des panneaux électriques, des criques et les hydrauliques. Troisièmement, on va voir notre système automatisé. C'est quoi les systèmes automatisés? Bien sûr, ce sont des systèmes qui possèdent une commande interne où l'homme a mémorisé son savoir-faire pour pouvoir être extérieur au système et avoir un rôle de superviseur par rapport à lui. Nous avons que la puissance venant d'actionneurs est fournie par de l'énergie extérieure au système. Si on va prendre un exemple des systèmes automatisés, nous avons les ascenseurs, des machines à laver, de linge, etc. On voit dans cette figure, donc, on peut définir un système automatisé de plusieurs façons. D'accord? Et on va voir les différentes définitions des systèmes automatisés avec des exemples, bien sûr. On passe. Nous avons qu'un système est dit automatisé s'il exécute toujours d'une façon autonome le même cycle de travail après avoir reçu les consignes d'un opérateur. Un système automatisé, c'est un système réalisant des opérations et pour lequel l'homme n'intervient que dans la partie programmation du système et dans son réglage, bien sûr. Troisièmement, on va définir c'est quoi un automatisme. Donc, un automatisme est généralement conçu pour commander une machine ou un groupe de machines. Quatrièmement, qu'est-ce que l'automatique? Bien sûr, l'automatique, c'est l'ensemble des théories et des techniques pour la prise de décision et la commande des systèmes. Nous avons que l'automatique est ainsi la discipline scientifique permettant de caractériser les systèmes automatisés et de choisir et concevoir, réaliser la commande des systèmes. Nous avons que les systèmes de commande s'inspirent le plus souvent de l'homme, bien sûr. On voit dans cette figure quelques exemples de systèmes automatisés. Nous avons comme exemple la barrière de parking, les robots, le GPS, distributeurs de distributeurs de billets et les feux de Carrefour. Nous avons un système automatisé de production. C'est un système de production, c'est un ensemble de moyens humains et matériels qui interagissent sur des produits manufacturés ou non, dans le but de leur apporter et augmenter une valeur ajoutée à un ensemble de matières d'œuvre dans un environnement ou contexte donné.
Qu'est-ce qu'une matière d'œuvre? Nous avons une matière d'œuvre peut se présenter sous plusieurs formes. Premièrement, sous forme d'un produit, c'est-à-dire de la matière à l'état solide, liquide ou gazeux, et sous une forme plus ou moins transférée. Nous avons des objets techniques, exemple lingots, roulements, moteurs, véhicules, etc. Ou bien sous forme de produits chimiques, exemple le pétrole, l'éthylène, les matières plastiques, etc. Ou bien des produits textiles, fibres, tissus et vêtements, des produits électroniques, exemple transistors, puces, microprocesseurs, automates programmables, etc. Maintenant, on va définir c'est quoi l'énergie. Donc, elle peut être sous forme électrique, thermique, hydraulique, qu'il faudra produire, stocker, transporter, convertir et utiliser. Qu'est-ce qu'une information? Donc, elle peut être sous forme écrite, physique, audiovisuelle, qu'il faut produire, stocker, transmettre, communiquer, décoder et utiliser. Les êtres humains, donc, et peut-être sont utilisés par des prix individuellement ou collectivement, qu'il faut former, ces êtres humains bien sûr, informer, soigner, transporter et servir. Quels sont les objectifs de l'automatisation des productions? Nous avons que l'automatisation permet d'apporter des éléments supplémentaires à la valeur ajoutée par notre système. Ces éléments sont expérimentaux en termes d'objectifs par accroître la productivité du système, une meilleure rentabilité, une meilleure compétitivité, améliorer la flexibilité de production. Cinquièmement, améliorer la qualité du produit. Sixièmement, l'adaptation à des environnements défavorables pour l'homme. Exemple, des milieux salins, spatials, nucléaires, etc. L'adaptation à des tâches physiques ou intellectuelles pénibles pour l'homme. Exemple, manipulation de lourdes charges, des tâches répétitives parallélisées, etc. Et augmenter la sécurité, etc. Maintenant, on passe à l'architecture d'un système automatisé. Nous avons que l'analyse structurelle conduit à décomposer tout système automatisé en trois grandes parties qu'on va voir dans la prochaine figure. Nous avons la première partie, ce qu'on appelle la partie commande, PC, partie commande. Deuxièmement, la partie opérative, PO, la partie relation, PR. Et on va voir ça dans cette figure. Donc, nous avons des matières d'œuvre qui peuvent être accompagnées avec la partie opérative. Nous avons des actionneurs, des capteurs, des préactionneurs. Et à la fin, on aura des matières d'œuvre plus une valeur ajoutée. Pour la partie commande, elle est communiquée, la partie opérative, elle est communiquée avec la partie commande à travers des comptes rendus et la partie commande avec la partie opérative avec des ordres. Donc, la partie relation et la partie commande sont reliées par des signaux et consignent à l'opération inverse. Toujours la partie relation, nous avons des opérateurs, d'accord? On va commencer par la partie commande, bien sûr. Elle est en général composée d'ordinateurs, de mémoire et de programmes. Elle transmet les ordres aux actionneurs directement ou bien à l'intermédiaire des préactionneurs à partir soit des programmes qu'elle contient ou bien des informations reçues par les capteurs, ou bien des consignes données par l'utilisateur ou bien l'opérateur. La partie commande peut être réalisée de manière câblée. Donc, la partie commande est réalisée soit en interconnectant judicieusement des opérateurs matériels, soit en utilisant des portes logiques ou bien des bascules. Donc, pour programmer, la réalisation de la partie commande est basée sur une architecture intégrant un microprocesseur qui exécute un programme. La partie commande regroupe l'ensemble des composants permettant le traitement des informations reçues de la partie opératoire, bien sûr, et des ordres envoyés à la partie relation. Elle pilote le fonctionnement du système automatisé en élaborant les ordres à partir de ces informations et informe l'opérateur de l'état du système.
Deuxièmement, on passe à la partie opérative. Nous avons que la partie opérative d'un automatisme, c'est le sous-ensemble qui effectue les actions physiques, soit déplacement, émission de lumière, etc. Elle mesure des grandeurs physiques qui peut être une température, humidité, luminosité, etc. Et rend compte la partie commande. Elle contient les organes de puissance qui sont les actionneurs qui agissent sur la matière d'œuvre tels que moteur électrique, un verra pneumatique, etc. Donc, nous avons que cette partie comporte des actionneurs, des pré-actionneurs, des capteurs et des effecteurs. Donc, nous avons l'ordre qui passe à travers des pré-actionneurs, on passe à l'actionneur, des effecteurs, capteurs, et on aura notre information. Donc, ce qui concerne l'actionneur, c'est un constituant de puissance qui convertit une énergie d'entrée en une énergie de sortie utilisable pour obtenir une action définie. Ce sont essentiellement des actionneurs électriques. Si on va prendre comme exemple, nous avons des moteurs électriques. Toujours pour le fonctionnement d'un moteur, nous avons une puissance électrique qui peut être fournie par une alimentation électrique, ce qu'on appelle une puissance absorbée, qui passe à travers un moteur pour avoir une puissance mécanique disponible sur l'arbre du moteur. C'est ce qu'on appelle une puissance utile. Voici les éléments de base d'un moteur. Nous avons le stateur ou bien l'indicateur. C'est la partie fixe. Elle produit le champ magnétique. Nous avons deuxièmement le rotor ou bien l'induit. C'est la partie mobile en rotation. Donc, voici dans notre exemple. Voici en rose ce qu'on appelle le stateur. En orange, c'est le rotor. Voici quelques exemples toujours d'utilisation. Nous avons les moteurs à courant continu, par exemple, à base de batteries et piles pour des petits outils, des appareils électroportatifs sans fil, etc. Des moteurs universels, ce qu'on appelle secteurs, c'est pour des petits moyens électroménagers, perceuses, aspirateurs, etc. Des moteurs asynchrones, triphasés, pour des machines-outils, des nettoyeurs haute pression, des moteurs pas à pas pour des commandes électroniques, mécanique de précision, imprimante, lecteur CD. Deuxièmement, on va voir les actionneurs pneumatiques ou bien hydrauliques, ce qu'on appelle les vérins et les moteurs. Les vérins transforment l'énergie d'un fluide sous pression en énergie mécanique. Ils peuvent soulever, pousser, tirer et serrer. Leur classification tient compte de la nature du fluide utilisé. Pour pneumatique, il utilise l'air comprimé. Nous avons de 2 à 10 bars en usage courant. Pour la partie hydraulique, il utilise l'huile sous pression jusqu'à 350 bars. Voici la constitution. Nous avons des vis de réglage de l'amortissement, des fends de vérin, des joints de piston, une bague porteuse, tige du vérin, capteur magnétique, orifice avant, nez du vérin. Et dans l'autre partie, nous avons le joint de l'amortisseur, l'aimant permanent, les manchons de l'amortisseur, cylindre, corps du vérin, une bague auto-lubrifiante, joint de tige et racleur. Pour la partie commande, nous avons deux types de commandes. Premièrement, soit un simple effet, donc l'ensemble tige-piston se déplace dans un seul sens sous l'action du fluide sous pression. Le retour est effectué par un autre moyen qui est le ressort ou bien la charge. Donc, voici le schéma. Vous trouvez ici l'air ou l'huile, ici le piston, le corps, des ressorts, la tige. Donc, deuxièmement, pour un double effet, l'ensemble tige-piston peut se déplacer dans les deux sens sous l'action du fluide. Nous avons que l'effort en poussant tige sortant est légèrement plus grand que l'effort en tirant. Donc, c'est l'entrée de la tige car la pression n'agit pas sur la partie de surface occupée par la tige. Quelles sont les caractéristiques et performances d'un vérin dont nous avons que le fonctionnement d'un vérin dépend des caractéristiques suivantes, le diamètre du piston, la course de la tige, la pression d'alimentation. Donc, voici course, diamètre, encombrement et course. Pour les préactionneurs, ce qu'on appelle l'interface de puissance, elle est située entre l'interface de sortie et la partie commande.
et les actionneurs de la partie opératoire. Ils permettent, en fonction de l'ordre émis par la partie commande, de distribuer une énergie provenant de l'environnement du système, adaptée bien sûr à l'actionneur. Ils sont divisés en deux grandes classes. Nous avons des préactionneurs électriques et les préactionneurs pneumatiques et hydrauliques. Pour les préactionneurs électriques, ce qu'on appelle les relais. Donc, ce sont des composants électriques réalisant la fonction d'interface entre un circuit de commande, généralement bas niveau, et un circuit de puissance alternative ou bien continue. Ces éléments, bien sûr, peuvent comporter des diverses protections pour surcharge, court-circuit, sectionnement, séparation nécessaires à l'actionneur, bien sûr. On distingue deux types de relais. Nous avons les relais électromagnétiques et les relais statiques. Les relais électromagnétiques, un relais électromagnétique est constitué d'une bobine alimentée par le circuit de commande dont le noyau mobile provoque la commutation de contacts pouvant être placés dans un circuit de puissance. Voici les relais électromagnétiques qui sont réservés pour les faibles puissances. Les relais statiques, un relais statique commute de manière totalement statique sans pièces en mouvement, conférant aux composants une durée de vie de quasi illimitée. Donc, voici le phototransistor, photo Darlington, le photo SCR, le photo TREAC. Pour le contacteur, un contacteur, c'est un relais électromagnétique particulier pouvant commuter de forte puissance grâce à un dispositif de coupure d'arc électrique. Sa constitution, elle est comme suit. Donc, des pôles principaux de puissance, un contact auxiliaire avec possibilité d'additionner au contacteur un bloc de contact actionneur instantané ou temporisé, une armature fixe et une autre mobile, un ressort de rappel, un circuit magnétique, une bobine de commande du contacteur. Deuxièmement, les préactionneurs pneumatiques ou hydrauliques. Nous avons les distributeurs. Les préactionneurs des vérins et des moteurs hydrauliques et pneumatiques sont appelés distributeurs. Ils ont pour fonction essentielle de distribuer l'air ou bien les fluides sous pression aux différents orifices des actionneurs pneumatiques ou bien hydrauliques. Le distributeur comporte un coulisseau au terroir qui se déplace dans le corps du distributeur. Il permet de fermer ou bien d'ouvrir les orifices par où circule l'air ou bien le fluide. Maintenant, on va voir les règles de schématisation. Nous avons que chaque position du terroir du distributeur est représentée par une case carrée. Puisque le terroir peut occuper deux positions, on dessinera deux cases. Les canalisations sont représentées par des flèches dont le sens indique le passage de l'air comprimé. Nous avons troisièmement que les extrémités des flèches sont placées en regard des tuyaux qui vont vers les chambres de vérin, de l'alimentation en air et de l'échappement. Quatrièmement, à un instant donné, seule une des deux cases est utilisée. On ne câble donc les tuyaux que d'un côté. Cinquièmement, nous avons lorsque le terroir se déplace, les tuyaux ne bougent pas, les flèches doivent se retrouver en face de canalisation. Et voici quelques exemples de distributeurs pneumatiques. Et ici, on va voir schématisation de l'ensemble vers un distributeur. Maintenant, on passe aux distributeurs monostables et bistables. Donc, le distributeur possède une commande par ressort, il est monostable, ou bien un simple pilotage. Si le distributeur possède deux pilotages de même nature, il est bistable, ou bien un double pilotage. Donc, ici, nous avons un distributeur 4/2, donc un distributeur 4/2 bistable, 4 orifices et 2 positions. Pour un distributeur 4/2 monostable, nous avons 4 orifices et 2 positions. Maintenant, on va définir les effecteurs. Un effecteur, c'est l'élément terminal d'une chaîne d'action et il produit un effet ou une opération directement sur MO.
Les effectueurs sont multipliés, variés et sont souvent conçus spécialement pour adapter à l'opération qu'ils vont réaliser sur la MO. Ils reçoivent leur énergie des actionneurs. Donc, nous avons une unité de traitement. On reçoit des ordres qui sont avec l'entrée d'un préactionneur avec l'unité de traitement. L'énergie de puissance sera l'entrée pour des actionneurs et des actions pour des effecteurs, ce qu'on appelle une chaîne d'action. Voici les effecteurs pour avoir une idée. On passe maintenant au transmetteur. Un transmetteur adaptateur d'énergie, c'est un objet technique qui modifie les caractéristiques d'une énergie mécanique pour la rendre utilisable par l'effecteur. Pour l'acquisition de données, nous avons la détection. Donc, le domaine de l'acquisition de données comporte deux grandes familles. La première qui englobe sous le terme de détection les produits capables de détecter un seuil, une limite ou d'estimer une grandeur physique. Deuxièmement, nous avons que la deuxième sous le terme de mesure ou d'instrumentation permet de mesurer avec une précision donnée une grandeur physique. Voici notre chaîne d'acquisition. Nous avons une unité de traitement, nous avons la partie opérative, l'état physique, capteur, unité de traitement avec compte rendu. Les capteurs. Nous avons qu'un capteur transforme une grandeur physique en une grandeur généralement électrique et qui peuvent être interprétés par un dispositif de contrôle comme l'appui, automate programmable industriel. Donc, nous avons une grandeur physique, l'état de la partie opérative, qui sera l'entrée pour détecter un événement, et la sortie, nous avons un signal électrique exploitable par la partie commande. Ensuite, parmi les plus communs et fréquents, les capteurs de position, de vitesse, de température et de niveau. Deuxièmement, on passe à la nature de l'information fournie par un capteur. Donc, suivant son type, l'information d'un capteur fournie à la partie commande peut être une information logique, c'est-à-dire que l'information ne peut prendre que des valeurs 1 et 0. On parle alors d'un capteur tout ou rien. Et la figure 2 montre la caractéristique d'un capteur de position. Donc, vous avez un exemple d'un capteur tout ou rien, signal logique. Pour 1 en 24 volts, c'est la présence de la pièce. Pour 0 volts, c'est l'absence de la pièce. Deuxièmement, il peut être de type analogique, c'est-à-dire que l'information peut prendre toutes les valeurs possibles entre deux certaines valeurs limites. On parle alors d'un capteur analogique. Voici la figure 3 qui montre les caractéristiques, par exemple, d'un capteur de température. La tension varie de façon continue entre 0 et 5 volts. Il peut être numérique, c'est-à-dire que l'information fournie par le capteur permet à la partie commande d'en déduire un nombre binaire sur un bit. On parle alors d'un capteur numérique et voici la figure numéro 4 qui illustre le principe de fonctionnement, par exemple, de la souris. Quelles sont les caractéristiques d'un capteur? Nous avons que certains paramètres sont communs à tous les capteurs. Ils caractérisent les contraintes de mise en œuvre et permettent le choix d'un capteur. Nous avons l'étendue de la mesure, c'est la différence entre le plus petit signal détecté et le plus grand perceptible sans risque de destruction pour le capteur. Nous avons aussi la sensibilité. Pour l'étendue de la mesure, c'est la différence entre le plus petit signal détecté et le plus grand perceptible sans risque de destruction pour le capteur. Pour la sensibilité, ce paramètre caractérise la capacité du capteur à détecter la plus petite variation de la grandeur à mesurer. Pour la fidélité, il dit fidèle, c'est le signal qu'il délivre en sortie ne varie pas dans le temps pour une série de mesures concernant la même valeur de la grandeur physique d'entrée. Il caractérise l'influence du vieillissement. Pour le temps de réponse, c'est le temps de réaction d'un capteur entre la variation de la grandeur physique qu'il mesure et l'instant où l'information est prise en compte donc sur la partie commande. Voici différents types de capteurs.
capteurs, si l'on s'intéresse aux phénomènes physiques mis en jeu dans les capteurs, on peut classer ces derniers en deux catégories, capteurs actifs et capteurs passifs. Capteur actif, donc fonctionnant en générateur, un capteur actif est généralement fondé dans son principe sur effet physique qui assure la conversion en énergie électrique de la forme d'énergie à la grandeur physique à prélever, énergie thermique, mécanique ou de rayonnement. Les effets physiques les plus rencontrés en instrumentation sont premièrement l'effet thermoélectrique. Nous avons qu'un circuit formé de deux conducteurs de nature chimique différente dont les jonctions sont à des températures T1 et T2 et le siège d'une force électromotrice d'origine thermique. Pour l'effet piézoélectrique, c'est-à-dire l'application d'une contrainte mécanique à certains matériaux, des piézoélectriques. Nous avons le quartz, par exemple, entraîne l'apparition d'une déformation d'une même charge électrique de signes différents sur les faces opposées. L'effet d'induction électromagnétique, c'est-à-dire que la variation du flux d'induction magnétique dans un circuit électrique induit une tension électrique, c'est la détection de passage d'un objet métallique. Effet photoélectrique, la libération de charges électriques dans la matière sous l'influence d'un rayonnement lumineux ou plus généralement d'une onde électromagnétique. Nous avons aussi l'effet Hall, un champ magnétique B et un courant électrique I créé dans le matériau une différence de potentiel UH. L'effet photovoltaïque, des électrons et des trous sont libérés au voisinage d'une jonction PN éliminée. Leur déplacement modifie la tension à ces bornes. Deuxièmement, nous avons les capteurs passifs. Il s'agit généralement d'impédance dont l'un des paramètres déterminants est sensible à la grandeur mesurée. La variation d'impédance résulte soit d'une variation de dimension du capteur, c'est le principe de fonctionnement d'un grand nombre de capteurs de position, potentiomètre, inductance à noyau, mobile, condensateur à armature mobile, ou bien d'une déformation résultant de force ou de grandeur, c'est ramenant pression, accélération. Nous avons des armatures de condensateurs soumises à une différence de pression, de jauge d'extension liée à une structure déformable. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce premier chapitre pour des généralités sur les systèmes automatisés. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.